Ce podcast est réalisé en partenariat avec le magazine Histoire et Civilisation. Vous pouvez vous abonner via le site internet histoireetcivilisation.com, offre à partir d'€1 par mois, sans engagement. Nos mémoires. On retrouve Manuela Afidji. Bonjour à toutes et à tous, très heureuse de vous retrouver pour ce nouvel entretien Nos mémoires, enregistré en partenariat avec le numéro 87 du magazine Histoire et Civilisation, qui consacre un dossier à l'Égypte antique. Et en filigrane des articles et des photos que vous y retrouverez, cette question: pourquoi la terre des pharaons nous fascine-t-elle tant encore aujourd'hui ? Comment, en effet, ne pas se sentir appelé d'une certaine manière par les rives sacrées du Nil ? Comment ne pas s'émerveiller devant ces pyramides, ces temples et l'habileté de ceux qui les ont construits ? Comment ne pas être troublé par cette civilisation hantée par l'éternité ? Mais savez-vous, chers auditeurs, que la route qui mène à Thèbes ou à Memphis passe par Turin ? C'est ce qu'affirmait en tout cas Champollion. Alors pourquoi Turin ? Eh bien parce que la capitale du Piémont, en Italie, abrite le plus ancien musée des antiquités égyptiennes et le plus important au monde, après celui du Caire. Sarcophages, momies, statues monumentales, temples, papyrus et objets usuels, pas moins de 40 000 pièces exceptionnelles se trouvent ici, dont 6 500 sont exposées. Nous y reviendrons. Bonjour Cédric Gobeil. Bonjour. Vous êtes l'un des conservateurs du musée des antiquités égyptiennes de Turin, égyptologue, archéologue de la vie quotidienne et de la culture matérielle durant la période du Nouvel Empire, ce qui en termes de date correspond à peu près à... Alors on dit habituellement aux alentours de 1550 jusqu'à 1070 avant Jésus-Christ, donc environ 500 ans. L'histoire de ce musée débute véritablement au XIXe siècle, mais l'intérêt, la fascination de l'Italie pour la civilisation égyptienne, Cédric Gobeil, ça remonte à bien plus loin. Oui, bien sûr. Donc, on peut même remonter donc jusqu'à l'époque romaine. Donc, vous avez tous ces empereurs qui, en allant conquérir, donc à la conquête de nouveaux pays, donc se sont retrouvés en Égypte et ont connu cette civilisation. Et l'attrait, c'est un petit peu, on retrouve cet attrait avec d'autres civilisations, mais enfin l'Égypte tout particulièrement a frappé les Romains par je dirais, tout ce qui concerne c'est les aspects civilisationnels, donc religieux, les temples, l'architecture, l'art. Ils ont été absolument fascinés par tous ces monuments couverts de signes, de symboles qu'ils maîtrisaient à peine, et tous ces dieux surtout. Les Romains étaient très, je dirais, pleins de respect et d'admiration face à ce peuple qui était très religieux, un peu comme eux. Et donc c'est à ce moment-là, c'est de cette façon que je dirais le conquérant a été conquis. Donc certes, les Romains ont conquis l'Égypte, mais enfin l'Égypte, la civilisation égyptienne a conquis d'une certaine façon l'Empire romain. Donc cette connexion pour vous vient du fait que les Romains, que les Égyptiens, étaient un peuple religieux et ça plaisait aux Romains, ou est-ce qu'il y a plutôt un attrait aussi pour ce qui est exotique, pour l'esthétique égyptienne ? Comment comprendre cette connexion ? Alors la connexion s'est faite à plusieurs niveaux, vous avez tout à fait raison. Si on regarde par exemple au niveau des dieux, des divinités, certaines ont davantage plu aux Romains, soit parce qu'ils les comprenaient un peu mieux, ils faisaient sens aussi avec leur propre panthéon. On pense par exemple à Isis, à Sérapis, qui seront littéralement intégrés au panthéon des divinités romaines. Ensuite, je dirais également en termes d'architecture, vous aviez donc des temples, alors également tout à fait comme dans l'Empire romain, qui avaient des temples, donc ça leur parlait. Ils se sont rendus compte à plusieurs niveaux que les Égyptiens, d'une certaine façon, étaient presque comme eux. Et à ce moment-là, les Romains en ont fait leur chou gras. Enfin, ils ont utilisé au maximum ces aspects civilisationnels. Et donc, c'est comme ça que Isis a été intégré, et Sérapis donc ont été intégrés au panthéon romain. Et même l'Italie, donc, s'est couverte et
plus que l'Italie. Donc l'Empire romain, c'est couverte d'Iséum, entre autres, donc de temples dédiés à Isis. Donc vraiment pour marquer, si besoin était, l'importance donc de cette adhésion et de cet amour vraiment de la civilisation égyptienne. Alors cette égyptomanie, on peut parler de ça déjà à cette époque-là, cette égyptomanie millénaire connaît un nouvel élan, il me semble, en Italie, toujours durant la Renaissance. Également, oui, tout à fait. Puisque l'Empire romain, donc les empereurs avaient ramené quelques antiquités et en outre de nombreux obélisques qui se sont mis à fleurir un peu partout à travers Rome, donc ont été érigés dans Rome. Alors à ce moment-là, durant la Renaissance, vous avez la papauté, donc la chrétienté, qui va regarder ces monuments, je dirais, avec un œil bien sûr, ces monuments d'époque païenne, donc ça rentrait un petit peu en conflit. Ben, ils vont l'utiliser également à leur bénéfice. Donc ils vont, vous voyez entre autres à Rome, la plupart, sinon tous ces obélisques seront recouverts, enfin surmontés, surplombés d'une croix en bronze, d'un globe, pour montrer à quel point que la religion chrétienne, la chrétienté, est partout dans le monde, et voilà, avec la croix de bronze. Également d'une façon à surmonter, à supplanter cette époque païenne. Donc, prendre les symboles païens, donc égyptiens, et les faire siens. Voilà. Il ne faut pas oublier aussi qu'au Vatican, dans les musées du Vatican, il y a une aile particulièrement riche d'artefacts et d'objets égyptiens. Tout à fait. Vous avez un musée avec des pièces splendides et entre autres beaucoup datent donc de cette époque, car l'Empire romain en Égypte a construit des monuments, je dirais, à la fois romains, enfin on appelle ça gréco-romain, mais à la fois romain et égyptien. Donc on reconnaît bien le style égyptien, mais avec une saveur toute particulière, une saveur romaine, et c'est à ce moment-là, vous avez donc ces antiquités qui ont été ramenés et qui donc sont aujourd'hui rassemblés au Vatican dans une petite partie donc du musée, un musée égyptien. Tout à fait. Alors nous arrivons au début du 19e siècle avec l'expédition de Bonaparte en Égypte, expédition militaire bien sûr, mais aussi scientifique, qui a eu d'ailleurs plus de succès, il me semble. Est-ce que c'est le moment où l'égyptomanie laisse la place à l'égyptologie? Est-ce qu'on peut dire ça? Oui, je dirais oui, effectivement, c'est le début. De toute façon, la science égyptologique va démarrer avec le déchiffrement des hiéroglyphes avec Champollion, mais ça, on y reviendra plus loin. Mais en tout cas, dans tous les cas, la graine donc de cette future science égyptologique est apparue, donc arrive au moment de l'expédition d'Égypte, puisque c'est cette expédition d'Égypte qui permettra qui fera la découverte de la fameuse pierre de Rosette, qui sera donc la clé pour Champollion, donc pour déchiffrer l'hiéroglyphe. Mais il est vrai que cette expédition d'Égypte, sa force, et vous l'avez mentionné, donc qui a eu beaucoup donc plus de succès que son aspect militaire, donc c'est cet aspect scientifique qui était, je dirais, vraiment d'une intelligence vraiment sans borne, qui a apporté énormément, donc avec cette équipe de savants qui entourait Bonaparte, qui ont pu donc cartographier, discuter avec les locaux, rencontrer, donc voir la flore, la faune, faire une description vraiment intensive et extensive de tout ce qui se trouvait en Égypte, et entre autres, bien sûr, ces monuments antiques. Alors, l'égyptomanie gagne l'Europe, la France notamment. L'Italie, on peut dire qu'elle avait déjà une longueur d'avance. Qu'est-ce que l'Italie a retiré donc de cette expédition de Bonaparte ? Eh bien, si vous voulez, le fait d'avoir un supplément d'informations, une énorme quantité d'informations, les planches, donc les descriptions, les plans, ainsi que voilà les textes venant d'Égypte, ça a amené une vague de connaissances, mais aussi de curiosité. Ça a éveillé la curiosité, et je dirais, avec ce retour des savants d'Égypte, donc ces savants français d'Égypte, vous avez une vague donc d'égyptomanie qui va être créée de facto. On parle du pays, on raconte des choses, et bien que le pays ait été connu par d'autres voyageurs de par le passé, là à ce moment-là, il y a une vague, il y a vraiment un trop plein d'informations qui arrivent, et c'est ce qui va, je dirais, donner à la fois un élan à l'égyptomanie qui existait, mais là vraiment qui va connaître un boom réel, et donc à la fois juste
avant au départ je dirais, c'est cette égyptomanie d'ailleurs qui va créer, qui va permettre la création de l'égyptologie, de la science. On va partir de l'amour d'Égypte antique pour en décoder les symboles et faire en sorte de créer donc cette science. Et donc là, il y a un personnage qui joue un rôle fondamental en Italie, c'est Bernardino Dovretti. Est-ce que vous pouvez nous en parler un peu ? Oui, tout à fait. Alors Dovretti est turinois, donc il est né à Turin et il sera choisi par Bonaparte lorsque Bonaparte et son expédition se trouvent en Égypte pour être consul. Donc il sera chargé des affaires de la France en Égypte. Et à cet effet, il a des lettres de patente qui le nomment, qui l'autorisent donc à travailler sur place. Et Dovretti se prend d'amour pour les antiquités et va, durant ses temps libres, demander à plusieurs agents qui vont travailler pour lui de partir à travers le pays, à différents endroits où ses collections foisonnent et affleurent le sol. Et on pense ici entre autres à Thèbes, donc à la Luxor moderne en Haute-Égypte, de collecter des antiquités pour lui et de les rapporter là où il se trouve, donc au Caire. Et à ce moment-là, Dovretti va accumuler plusieurs milliers d'objets, plusieurs milliers de pièces qui étaient, je dirais, couvraient l'ensemble des types d'objets. Vous alliez de papyrus jusqu'à la statue, en passant par les stèles, et ainsi de suite. Donc il va accumuler en Égypte une énorme collection. Cette collection est acquise par le roi de Savoie en 1824. C'est l'acte de naissance de ce musée ? Tout à fait, tout à fait. La collection, donc Dovretti va chercher à ce moment-là, juste avant, à la vendre. Et il va demander à différentes personnes. Il s'était adressé entre autres au roi de France, qui, par manque de moyens, avait refusé la collection. Et donc Dovretti va s'adresser donc au roi de Sardaigne, qui va engager presque la moitié du PIB national pour l'achat de seulement la moitié de la collection Dovretti. C'est pour ça qu'on la parle de la première collection Dovretti. Il s'agit donc de la première moitié de cette collection qui sera achetée et ensuite sera envoyée par bateau et ensuite par voie terrestre depuis Gênes jusqu'à Turin en 1824. Et l'ensemble de cette collection sera apporté ici dans les locaux de l'Académie des sciences à Turin. Alors, j'évoquais Jean-François Champollion tout à l'heure, le père de l'égyptologie, au début de cet entretien, car il a une histoire particulière avec ce musée, Cédric Gobail. Quelle est-elle ? Oui, tout à fait. Alors, on replace dans le contexte. En 1824, lorsque la collection va arriver à Turin, Champollion ne l'a pas vu, mais enfin en a entendu parler et en a lu des descriptions qui en étaient faites durant de premiers inventaires préliminaires. Et 2 années auparavant, en 1822, Champollion avait déchiffré l'hiéroglyphe et il était la personne dans tout le monde entier la mieux à même de pouvoir comprendre ces objets qui arrivaient et de pouvoir faire un tri, un premier inventaire, etc. Et juste avant l'arrivée, on va lui demander de venir à Turin pour justement procéder à cet inventaire et à cette première étude de ces objets qui viennent. Et c'est comme ça donc qu'en 1824, peu de temps après que les collections arrivent et parviennent à Turin, la plupart étant encore, entre autres, encore dans les caisses, Champollion arrive à Turin et va commencer son travail donc d'étude, d'analyse et de redécouverte de ces objets. Et justement au sujet des hiéroglyphes, chers auditeurs, je vous renvoie à l'article « Les hiéroglyphes, langage des dieux » du dossier « Pourquoi l'Égypte nous fascine » du numéro 87 du magazine Histoire et Civilisation. Alors, comment les collections de ce musée ici à Turin vont-elles s'enrichir au fur et à mesure ? Alors, ça s'est fait par étapes, par plusieurs étapes. Donc, on en parlait déjà de l'arrivée de la première collection Dovretti en 1824. Et par la suite, durant la deuxième moitié donc, du 19e siècle, il y a eu quelques acquisitions, mais il faut surtout attendre l'arrivée à la direction donc, du musée de Ernesto Schiaparelli, qui va devenir très vite à la tête, deviendra le directeur également de la mission archéologique italienne, qui va travailler, donc qui va œuvrer durant une trentaine d'années, au tout début du XXe siècle, en Égypte, sur une douzaine de sites, du nord jusqu'au sud. Et c'est à ce moment que, donc, durant ces fouilles, et c'était l'un des buts de cette mission archéologique italienne,
de découvrir des objets, de les accumuler et de les répatrier ici en Italie. Et la plupart donc de ces objets, suite à un partage, à l'époque le partage de fouilles existait, entre l'Égypte et les pays qui venaient y travailler. Alors, les objets auront été partagés et Ernesto Schiaparelli pourra donc rapporter en Italie, à Turin entre autres, des milliers et des milliers d'objets donc pour grossir les collections de notre musée. Est-ce qu'il y a eu des acquisitions récentes ? Alors non. Le Museo Egizio, le musée égyptien de Turin, a une politique de non-achat, une politique de non-acquisition active d'objets. C'est-à-dire, à partir du moment où les collections du musée, dont les collections sont nationales, sont arrivées ici à Turin, le but premier de ce musée est de les conserver, d'en prendre soin et non pas de l'enrichir. On a assez à faire ainsi, et c'est ce que nos prédécesseurs ont pensé. La seule entorse, je dirais la seule parenthèse, depuis les années, donc fin des années 30, c'est, digne de mention, c'est vraiment le temple d'Elessia que nous avons ici au rez-de-chaussée du musée, qui a été offert par l'Égypte et le Soudan suite à la campagne de sauvetage des monuments de Nubie. Et nous allons en parler un peu plus avant. Le musée est aujourd'hui un pôle égyptologique de premier plan. J'imagine que l'exposition d'objets n'est pas sa seule activité. Non, tout à fait. Nous avons différents services, différents bureaux. Ici, entre autres, je pense au bureau des conservateurs, donc de la conservation, ou des restaurateurs, où l'ensemble donc des objets de notre collection sont périodiquement nettoyés, restaurés, remis au goût du jour, etc. Nous avons également une bibliothèque avec plusieurs dizaines de milliers d'ouvrages, également une bibliothèque spécialisée sur donc les monuments et les objets de l'Égypte ancienne. Nous avons un service de photographie. Nous avons également un service d'éducation également pour vraiment, je dirais, favoriser et disséminer l'information au public, au plus grand nombre. Et voilà, donc avec l'ensemble de ces services, nous essayons donc de diversifier au maximum notre activité. Donc nous sommes beaucoup plus qu'un simple musée, je dirais, de conservation, vraiment un musée activement axé donc sur la recherche. Et donc vous avez aussi des fouilles archéologiques en cours ? Tout à fait à cet effet, et c'est là où je voulais en venir. Donc, nous continuons nos fouilles en Égypte et au Soudan, mais non plus dans le but donc de collecter des objets, mais plutôt de les recontextualiser, c'est-à-dire de poursuivre l'œuvre de nos prédécesseurs et d'essayer de comprendre d'où proviennent ces objets, mais également leur environnement, et de regarder un petit peu le paysage, de comprendre la vie quotidienne donc de ces anciens Égyptiens, et d'essayer de compléter les informations que les objets qui sont dans nos collections nous ont transmis, et nous permettent donc comment ces objets permettent de comprendre la civilisation de l'Égypte antique. Et nous avons donc pour l'instant quelques fouilles. Je mentionne simplement une à Saqqara, une autre à Der El Médineh, voilà. Vous êtes bien à l'écoute de Storia Voce. Je reçois Cédric Gobeil, égyptologue et archéologue et conservateur au musée des antiquités égyptiennes de Turin. N'oubliez pas, chers auditeurs, que l'association Storia Voce a toujours besoin de vous. N'hésitez pas donc à nous soutenir en vous rendant sur notre site internet. Contre un don, vous recevrez un livre de votre choix. Nous avons donc parcouru à grands traits l'histoire de ce musée exceptionnel. Maintenant, si vous le voulez bien, Cédric Gobeil, intéressons-nous à quelques-uns de ces chefs-d'œuvre prestigieux et essentiels pour l'égyptologie. Alors, quelle période couvre-t-il ? Alors, nous avons la chance ici au musée d'avoir une collection qui couvre de la préhistoire, ce qu'on appelle l'époque prédynastique, jusqu'à la toute fin, donc de l'époque antique de la civilisation égyptienne. Donc, même, je dirais, jusqu'à l'époque byzantine. Donc on est ici autour de 3, même je dirais, ça couvre aussi une partie de l'époque arabe. On peut aller jusqu'au 6e, 7e siècle après Jésus-Christ. Incroyable. Alors nous parlions des papyrus étudiés par Champollion tout à l'heure. L'un d'entre eux fait la renommée de ce musée, c'est bien sûr le Canon royal de Turin. De quoi s'agit-il exactement ? Alors, il s'agit d'un papyrus, malheureusement très fragmentaire, et ce même à l'époque donc de Champollion. C'est lui le premier qui a fait l'analyse et l'étude, et qui a compris ce que représentait ce papyrus, ce qu'était ce papyrus. Il s'agit d'une liste royale. Ce qu'on appelle une liste royale, c'est donc une liste
dans l'ordre du plus ancien au plus récent, des pharaons qui ont ponctué l'histoire de l'Égypte pharaonique. Alors, ce papyrus date du Nouvel Empire. On est donc ici autour de 1250 avant Jésus-Christ. Alors, bien évidemment, les rois, la liste des rois donc s'arrête à cette époque. Ils ne prévoyaient pas l'avenir encore. Mais ce que ce papyrus a permis de comprendre, ça a permis de convaincre et de faire comprendre à Champollion comment s'organisaient les rois les uns par rapport aux autres. Donc vous avez vraiment là une liste, lequel précède l'autre, et ainsi de suite, et de faire comprendre que c'est pas parce qu'on voit un nom Ramsès écrit qu'il s'agit du même Ramsès. Il y a jusqu'à 11 Ramsès, entre autres. Et donc c'est grâce à cette liste, c'est cette liste qui a vraiment, fini de convaincre Champollion de la manière dont les Égyptiens avaient organisé donc leur dynastie, leur maison royale. Et vraiment, ça a été une clé de voûte, une clé du déchiffrement donc de la civilisation égyptienne. Donc c'est vraiment un papyrus fondamental, non pas simplement pour l'histoire de l'Égypte ancienne, mais également pour l'histoire de l'égyptologie. Alors ici se trouve également la tombe de Ra et Mérite, je ne sais pas si je prononce bien, un couple de la noblesse égyptienne. Alors c'est une tombe, ou plutôt une demeure d'éternité, qui est intacte et qui a échappé au pillage, si j'ai bien compris. Tout à fait, donc Ra et Mérite, exactement. Donc on est ici à Deir el-Médineh, dans le cirque nord du site, tout au nord. Ra était architecte sous Amenhotep II, Thoutmôsis IV et Amenhotep III. Donc on est ici dans la seconde moitié de la 18e dynastie, on est autour de environ 1400 avant Jésus-Christ, pour vous replacer. Ra connaissait bien la géologie, donc en tant qu'architecte connaissait très bien la géologie du site, et a voulu placer son caveau hors de sa tombe. Donc il a une chapelle, parce que la tombe en Égypte ancienne se compose de deux éléments principaux. Vous avez une chapelle extérieure et un caveau souterrain. Habituellement, le caveau souterrain se trouve immédiatement sous la chapelle. Mais dans le cas de Ra, le sous-sol de sa chapelle était trop friable. Et donc, il a plutôt voulu viser une veine calcaire, un peu plus loin, une vingtaine de mètres plus au nord de sa chapelle. Et c'est donc là où il a installé son caveau. Et on pense que c'est ce qui a sauvé ce caveau du pillage, donc des pillards de l'Antiquité, puisque sous sa tombe, qui avait été donc visitée, puisque sa chapelle, étant visible, ça avait été déjà fouillé et visité dans l'Antiquité, même à l'époque moderne, le caveau avait complètement échappé. Et c'est uniquement une fouille systématique du secteur, carré par carré, qui aura permis à Schiaparelli, en février 1906, de découvrir l'entrée de ce caveau, ensuite donc de s'y engouffrer et d'avoir accès à un corridor qui était bouché et qui menait donc à une porte en bois scellée. Et c'est en ouvrant cette porte en bois que Schiaparelli a donc découvert l'intégralité de ce caveau, donc de l'assemblage funéraire qui était resté jusqu'alors inviolé. Alors, qu'est-ce que cette tombe a permis aux égyptologues, aux archéologues de découvrir, de comprendre sur les rites funéraires égyptiens et même au-delà de leur vision de la mort et de l'au-delà? Alors, le fait d'avoir un assemblage funéraire complet, une tombe, en tout cas pour cette époque, a permis aux égyptologues de comprendre ce qui était important pour les Égyptiens. Donc, pour leur vie après la vie, qu'est-ce qui était important pour eux d'apporter avec eux, d'avoir près d'eux pour l'éternité, dans leur demeure d'éternité? Eh bien, on se rend compte que ce qui était important d'avoir, c'était de la nourriture. Alors, vous en avez à profusion, des textiles. Vous avez, entre autres ici à Turin, l'une des plus grandes collections, sinon la plus grande collection de textiles au monde, et c'est en outre grâce au contenu de cette tombe. Vous avez des jarres céramiques en quantité, vous avez des objets de la vie quotidienne. Donc, c'était pour montrer que la vie continuait. Donc, c'est ce qui est important. Mais également, au moment donc des funérailles, vous aviez évidemment donc les cercueils. Donc, de comprendre comment le traitement du corps, le traitement des restes humains, les amulettes qui se trouvaient donc placées entre les bandelettes et sur le corps momifié des deux individus, ce qui est important pour eux. Également, donc l'une des clés, c'est le livre des morts de Ra, qui a été trouvé plié sur son second
cercueil. Et donc, c'est un ensemble de formules qui permet aux défunts de pouvoir sortir au jour, de pouvoir revivre, de pouvoir revenir parmi les vivants. Alors là, on a évidemment le secret donc de tous ces Égyptiens, de comment ils envisageaient la vie après la vie. Alors vraiment, de trouver le contenu inviolé de cette tombe nous a permis vraiment de couvrir l'ensemble des concepts, des croyances, des espoirs de ces anciens Égyptiens. Alors, on peut aussi admirer ici le temple rupestre d'Elessia. Vous en avez parlé tout à l'heure, il est exposé dans son intégralité. Alors peut-être qu'on peut revenir sur les circonstances de son arrivée ici. Oui, tout à fait. Donc, à la fin des années 50, début des années 60, vous avez le projet de construction du grand barrage d'Assouan. Sauf que, et dans la planification de ce projet, on se rend compte qu'une énorme zone géographique sera inondée. C'est l'actuel lac Nasser ou le lac Nubi, donc du côté soudanais. Et ce lac, donc la création de ce lac, va mettre en danger des dizaines de temples rupestres et de monuments donc égyptiens anciens. Et le monde entier, donc pour l'une des premières fois, sinon la première fois, les scientifiques se sont mis à l'œuvre pour tenter d'en sauver le maximum, donc de les déplacer, voilà. Et c'est entre autres cette histoire donc de ce temple, donc à l'image donc du temple d'Abou Simbel qui lui est resté en Égypte. Vous avez quelques pays qui ont participé donc à cet effort international, dont l'Italie. Alors la méthode c'était assez simple entre guillemets, donc on allait sur place, on découpait ces temples en grands blocs, et ensuite on les replaçait soit plus haut, on avait évalué la montée des eaux, le niveau de la montée des eaux, et on les reconstruisait plus haut, ou sinon, comme dans le cas de ce temple, en guise de don, donc en remerciement de l'effort fourni, ce petit temple rupestre a été acheminé en blocs, donc démonté, et remonté tel un puzzle ici au rez-de-chaussée de notre musée au tout début des années 60. Voilà. Est-ce qu'on peut le dater, ce temple? À qui est-il dédié, par exemple? Oui, donc on voit les inscriptions nous renseignent clairement qu'il s'agit d'un temple creusé donc sous le règne de Thoutmôsis III. Donc on est aussi autour de, 1400, mais 1370 avant Jésus-Christ. Et il a décidé de dédier ce temple donc à une triade, donc à 3 divinités. Donc vous avez Amon, Horus et Satis. Alors, le musée abrite encore un objet très particulier, c'est la table Isiaque. Et là, nous sommes plutôt à l'époque romaine. Oui, tout à fait, la Mensa Isiaca. On doit replacer donc l'objet dans son contexte d'origine. On est donc dans un temple, certainement un temple d'Isis, donc un iséum, à Rome. Et vous avez donc l'autel principal où les prêtres devaient donc exécuter le rituel. Eh bien, le dessus, la surface de cette table était en fait donc cette table isiaque, donc ce qui est un rectangle de bronze, donc c'est une feuille de bronze assez épaisse, elle a quelques millimètres, sur laquelle se trouve représenté un panthéon. Donc vous avez des dizaines de divinités égyptiennes avec leur accoutrement, donc leur couronne, leurs vêtements, dans leur représentation iconographique idéalisée. Donc on reconnaît très bien Isis, bien entendu, mais également Amon, Horus, Ré, l'ensemble donc des divinités du panthéon égyptien. Et ce qui est surprenant, et ce dont on se rend compte, c'est que à l'époque, lorsque cette table sera créée et installée pour les besoins du rituel, on avait perdu la compréhension des hiéroglyphes. On ne savait plus du tout ce que ces divinités représentaient, ni qui ils étaient, et voilà. Mais on se rendait bien compte qu'il était important de mettre du texte. Donc, l'ensemble des hiéroglyphes qui sont portés, donc qui sont inscrits dans cette table, sur cette table, ne veulent absolument rien dire. Ce sont certains sont de faux signes, mais des signes inventés, mais la plupart sont des signes connus, mais la manière dont ces signes sont organisés, ils ne veulent absolument rien dire. Donc on se rend bien compte là de l'attrait. On est aux prémices de l'égyptomanie déjà. On se rend compte que les Romains sentent qu'il est important de représenter ces dieux dans un temple sur une table, mais on en a perdu tout le sens premier. Alors, il y a également de très nombreux objets usuels de la vie quotidienne qui attirent peut-être moins l'attention, le regard que la statuaire ou les momies. Et ce sont pourtant sur eux
sur ces objets que vous travaillez, Cédric Gobeil. Est-ce que vous diriez que ce sont des sources qui nous fournissent autant de renseignements, si ce n'est plus, que les stèles, les pylônes ou les temples? Alors, selon moi, beaucoup plus, évidemment. La vie quotidienne en Égypte ancienne, je dirais, c'est ce qui donne la chair, c'est ce qui met la chair, c'est ce qui nous permet de rentrer le mieux en communication avec les anciens Égyptiens. Parce que même le prêtre, dans son temple, il rentrait chez lui le soir, enfin, en tout cas, il avait une vie hors du temple. Voilà. C'est vraiment la façon, ce sont les objets qui sont les plus explicites, selon moi, et qui nous parlent le plus. Une cuillère en bois, encore aujourd'hui, dans nos cuisines, on a des cuillères en bois. Un briquet pour allumer un feu. Alors, certes, aujourd'hui, le briquet est un peu plus moderne, mais enfin, on allume toujours des feux. Donc, et on voit tous ces objets, leur décor, lorsque certains en portent, donc, voulus par les Égyptiens, ce qu'ils aimaient, les couleurs, la manière, les méthodes de fabrication. Tout ça nous renseigne, nous donne énormément de renseignements et nous montre une chose, en tout cas, qui est vraiment sûre, c'est à quel point ces anciens Égyptiens étaient près de nous, en tout cas de nous, à quel point nous sommes près de ces anciens Égyptiens. Et je pense aussi que c'est la fascination de ces civilisations nous montre aussi à quel point ces gens si éloignés dans le temps sont si près de nous. Et ça, on le sent énormément lorsqu'on regarde ces objets de la vie quotidienne. Alors, ces objets dénotent, il me semble, un savoir-faire artisanal, artistique, voire scientifique qui est assez remarquable. Est-ce qu'on en a percé tous les secrets de ce savoir-faire ? Eh bien non, et je dirais heureusement. Certes, on en connaît beaucoup, on en a appris beaucoup, mais il y a une chose essentielle à laquelle il faut penser, c'est l'apport des nouvelles technologies. Alors, je dirais même avant de parler de nouvelles technologies, la manière d'envisager les objets évolue avec le temps. Mon regard, le regard de mes collègues d'aujourd'hui sera différent du regard qui sera porté, qui seront des regards qui seront portés dans le futur. Donc déjà ça c'est une chose. Mais ensuite, l'apport des nouvelles technologies nous permet de voir, de comprendre l'objet, de le voir sous un autre angle et même de voir l'invisible, ce qui est invisible à l'œil nu. Et déjà là, on comprend l'objet beaucoup mieux, d'une autre manière, mais quelquefois même de façon complètement, je dirais, au hasard. C'est-à-dire le hasard des découvertes, nous continuons d'avoir des découvertes faites au hasard. Par exemple, on passe un objet sous un scanner ou avec une imagerie multispectrale et on va découvrir des choses qui sont, par exemple, des dessins, des textes qui étaient invisibles à l'œil. Alors, ne serait-ce que pour cela, effectivement, chaque objet continuera, l'histoire de l'objet va continuer bien longtemps après nous. Et je parle de nouvelles technologies aujourd'hui au XXIe siècle, mais qu'en sera-t-il au XXIIe, au XXIIIe? On ne peut que l'imaginer. Et à ce moment-là, ces objets, sous l'œil de nos successeurs, continueront donc de nous informer, de délivrer de nouvelles informations. Et pour conclure, à mon tour de vous poser cette question, Cédric Gobeil, pourquoi l'Égypte nous fascine-t-elle tant encore aujourd'hui? Alors, il y a plusieurs raisons. Je vais essayer de faire court. Nous fascine, c'est une civilisation qui vivait un âge d'or, qui était au sommet de ses techniques. Ils ont construit les pyramides, ils ont fait des momies, ne serait-ce que pour mentionner ces deux éléments, je dirais, qui font déjà rêver, qui stimulent l'imagination. Eh bien, cette civilisation a disparu à un moment donné et elle a cessé d'exister. On a cessé de la comprendre. Les hiéroglyphes, on ne les lisait plus, on ne comprenait plus ce qu'on nous avions devant nous. Donc, c'est une redécouverte de qui nous étions, une redécouverte de notre passé. Je pense que déjà là, c'est une des raisons principales, je dirais, qui fascine. Et une fois qu'on a percé donc ces six mystères, parce qu'on parle de mystères, mais dans le fond, on parle de mystère que ce qu'on ne comprend pas. Le jour où on commence à le comprendre, il n'y a plus de mystère. Eh bien, on rentre en communication avec eux, et là commence la vraie histoire, c'est-à-dire c'est la redécouverte. Et je pense que c'est rentrer presque en communication avec des fantômes, et le fait de voir également tant de beauté, parce qu'on parle souvent d'artisanat, d'ouvriers, mais également d'un point de vue esthétique. Nous sommes dans un musée où l'art est à l'honneur. Eh bien, ce sont des œuvres d'art. Donc déjà, il y a presque 5000 ans, des gens étaient au sommet de leur art, maîtrisaient des techniques et étaient amants de la beauté déjà. Et certes, l'objet avait une fonction, mais elle avait aussi une beauté, un sens esthétique. Et je pense qu'à ce moment-là, on comprend simplement une chose, c'est que
l'homme a toujours été homme et en voyant l'Égypte antique, l'Égypte ancienne, nous voyons peut-être nous-mêmes. Alors peut-être une dernière question. Vous parlez de cet amour de la beauté. Il y a aussi cette obsession peut-être de l'éternité, de l'au-delà. Ça aussi, c'est quelque chose de fascinant. Oui. Alors souvent, effectivement, les gens disent les Égyptiens étaient fascinés par la mort. Eh bien non, au contraire, ils étaient fascinés par la vie. Plusieurs textes dans les tombes mentionnent passer un jour heureux, viens passer un jour heureux. C'est-à-dire les Égyptiens avaient conscience que la mort allait arriver, ils étaient déçus de ne pas pouvoir vivre leur vie éternellement. Et je pense que c'est dans cette idée de préparer la vie après la vie les Égyptiens passaient beaucoup de leur temps, ceux qui pouvaient se le permettre, entre autres bien sûr, donc on pense ici aux membres de l'élite, ceux qui avaient les moyens de pouvoir avoir une tombe et des objets pouvant y être stockés. Mais même, je dirais, le plus petit paysan, celui de moindres conditions, peut-être qu'il aimait peut-être moins ses conditions de vie, mais enfin, il espérait toujours, ce sont ses espoirs, il espérait avoir une belle vie, donc dans l'au-delà. Et je dirais, c'est cet amour, d'être capable de recréer et de continuer. Et je pense que c'est pour ça, on parle de demeure d'éternité, on parle de civilisation d'éternité, mais je dirais surtout, c'est une civilisation axée sur la vie. Voilà. Eh bien, écoutez, merci beaucoup Cédric Gobeil pour vos éclairages passionnants. Vous êtes égyptologue, je le rappelle, archéologue, conservateur au musée des antiquités égyptiennes de Turin. Je rappelle que cet entretien a été enregistré en partenariat avec le numéro 87 du magazine Histoire et Civilisation, en lien avec le dossier « Pourquoi l'Égypte nous fascine ?» Ça tombe bien. Merci de votre écoute attentive et fidèle, chers auditeurs, et à très bientôt.